sommaire de cette édition, en Tunisie, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé ce mercredi des brutalités policières pendant les récentes manifestations. Au Malawi, pour aider les communautés à contenir le choléra qui s'est déclaré dans le pays pendant la saison pluvieuse, l'UNICEF utilise des drones pour cartographier les zones densément peuplées. Et puis au Brésil, l'ex-président Luiz Inácio Lula da Silva reste largement en tête des intentions de vote pour la présidentielle d'octobre prochain, et ce, malgré une condamnation en appel. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. On démarre cette édition par la République démocratique du Congo où l'opposition et l'Église catholique, à couteau tiré avec le président Joseph Kabila, ont rendu ce jeudi à Kinshasa un hommage à l'opposant historique Étienne Tshisekedi dont les futurs obsèques et l'héritage politique avivent l'interminable crise congolaise. Un an jour pour jour après sa mort à Bruxelles le 1er février 2017, le corps de l'opposant attend toujours en Belgique son rapatriement et son inhumation en République démocratique du Congo où son fils Félix est le président du rassemblement de l'opposition qui demande le départ du président Joseph Kabila. De la République démocratique du Congo, rendons-nous en Tunisie où les récentes manifestations de mécontentement font encore parler d'elles. La police tunisienne a eu recours à la violence physique contre des personnes arrêtées et leur a dénié le droit à un avocat. Cet état de choses, l'ONG Human Rights Watch l'a dénoncé ce mercredi. La cherté de la vie a suscité en Tunisie une série de manifestations début janvier. Certaines ont dégénéré en émeutes nocturnes et selon le ministère de l'Intérieur, près d'1 millier de personnes ont été arrêtées. L'ONG Human Rights Watch salue les autorités qui, dans de nombreux cas, ont respecté les droits aux libertés de réunion et d'expression pacifiques. Cependant, la police a parfois passé à tabac les personnes arrêtées et leur a dénié le droit d'être assistées d'un avocat conformément à la loi tunisienne. Des personnes ont aussi été arrêtées pour avoir distribué des tracts qui critiquaient la politique du gouvernement et demandaient davantage de justice sociale. Dans ce cadre, au moins 8 personnes doivent passer en jugement alors que les tracts contenaient des critiques pacifiques. Human Rights Watch réclame l'abandon des poursuites et demande enfin que l'enquête annoncée par les autorités sur la mort d'un protestataire soit impartiale et qu'elle comprenne des interrogations de témoins. Cette enquête doit faire rendre des comptes à tout agent du gouvernement dont il serait prouvé qu'il a contribué à la mort du défunt. Par ailleurs, les autorités n'ont toujours pas rendu public les résultats de l'autopsie du corps de ce chômeur quadragénaire tué le 8 janvier à Tebourba, à l'ouest de Tunis. Sa famille assure qu'il a été percuté par une voiture de police, ce que le ministère de l'Intérieur a démenti. La crise anglophone du Cameroun touche les zones frontalières du Nigeria. Des escadrons de la gendarmerie camerounaise ont mené en début de semaine une opération au sein des communautés camerounaises anglophones réfugiées au Nigeria voisin. Les images. C'est le district de Boki, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, qui a été envahi par plusieurs dizaines de gendarmes camerounais. Le directeur général de l'agence locale en gestion des urgences pour l'État de Cross River a indiqué que c'est dans l'un des villages, le village de Danaré, qu'ont trouvé refuge des milliers de personnes fuyant les violences perpétrées dans la région anglophone du Cameroun. D'après des témoins, ce n'est pas la première fois que cela se produit. En décembre, ils étaient déjà dans un autre district. Pour certains, les gendarmes sont venus combattre les militants camerounais anglophones qui se sont réfugiés dans la communauté. La police a confirmé l'information, mais n'a pas souhaité donner plus de détails sur les circonstances de la présence d'hommes sur le territoire nigérien. Les ambitions d'indépendance du Cameroun anglophone et la présence de près de 30 000 réfugiés au Nigeria est source de tensions entre les deux États.
Également confronté à un mouvement indépendantiste des Biafrais dans le sud-est du pays, le Nigeria s'est rangé du côté du gouvernement camerounais ces dernières semaines. Pour preuve, le président du mouvement séparatiste anglophone, détenu au Nigeria depuis le 5 janvier, a été extradé lundi à Yaoundé avec 46 de ses partisans considérés comme des terroristes par Yaoundé. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU a besoin d'aide pour venir en aide aux réfugiés déracinés par les violences de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Dans ce cadre, un appel de fonds a été lancé. Les charges laissées par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram coûtent cher aux États affectés et à la communauté internationale. 208 000 réfugiés nigériens et leurs 75 000 hôtes au Niger, au Cameroun et au Tchad doivent bénéficier de l'aide humanitaire. Pendant ce temps, la crise s'éternise. Des réfugiés nigériens continuent d'affluer dans des communautés pauvres et très isolées des pays voisins. Une des conséquences du conflit est l'inquiétante montée de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition aiguë chez ces populations. Les communautés qui accueillent les réfugiés sont également dans le besoin, leur capacité d'assistance aux personnes déracinées ayant atteint leur point de rupture. Le Haut Commissariat des réfugiés juge indispensable une aide humanitaire pour le logement, la santé, l'éducation, l'eau potable et l'assainissement. Le HCR rappelle qu'un précédent appel de fonds d'un montant de 241 millions de dollars pour 2017 n'avait été financé qu'à 56%. Le conflit provoqué par Boko Haram a conduit à ce jour au déplacement de 2 400 000 de personnes dans le nord du Nigeria, ainsi qu'au Cameroun, au Tchad, au Niger. Allons à présent au Malawi où UNICEF a lancé une opération pour aider les communautés à contenir le choléra qui s'est déclaré dans le pays pendant la saison des pluies, et ce, il y a 2 mois. À cet effet, l'ONG utilise des drones pour cartographier les zones densément peuplées et collecter des données qui peuvent être utilisées, et ce, pour identifier les points à risque potentiel de transmission et sensibiliser les populations à l'épidémie. Ce projet que nous examinons aujourd'hui, l'utilisation de drones pour aider à cartographier le village, pour se réunir avec le village, pour examiner cette carte et voir quels sont les problèmes qui existent, ce que nous pouvons régler et ce que nous pouvons faire maintenant est très important, et c'est cette combinaison de technologie et de mobilisation communautaire qui est vraiment importante. Ce que j'ai vu ici, c'est quelque chose qui nous permettra de faire face à cette terrible épidémie de choléra et à d'autres urgences dans les différents domaines qui nous touchent. Les changements climatiques entraînent de plus en plus de situations d'urgence, de sécheresse et d'inondations liées au climat, et ce type de technologie peut être utilisé non seulement pour lutter contre le choléra, mais aussi pour faire face à cette situation et à toutes sortes d'urgences. À Lilongwe, l'épidémie a été confirmée le 2 janvier 2018. Au total, nous avons 49 cas. Sur ces 49 cas, 17 sont des cas confirmés de choléra. En Namibie, la présidence a annoncé dans un communiqué qu'aucune demande de voyage à l'étranger pour les ministres et secrétaires d'État ne sera étudiée jusqu'à la fin février 2018. Le président a en effet interdit ce mercredi à ses ministres de se rendre dans le cadre de leur travail à l'étranger en février, et ce, afin de réduire les dépenses publiques. Le chef de l'État qui est arrivé au pouvoir en 2015 a voulu montrer l'exemple en utilisant un vol commercial pour ses vacances en décembre et pour se rendre au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en janvier au lieu de prendre le jet présidentiel. Affaire trafic de bébés au Niger, le procès en cassation de Hama Amadou s'est tenu ce mercredi à Niamey. Le délibéré sera connu le 28 février prochain. L'opposant arrivé 2e à la présidentielle de 2016 est condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 par la Cour d'appel
pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Écroué durant 4 mois, à son retour d'exil le 14 novembre 2015, Ama Amadou, ancien ministre et ex-président du Parlement, avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France. C'était quelques jours avant le second tour de la présidentielle. Adiza Amadou, une des épouses de Ama Amadou, a également écopé d'1 an de prison ferme. Le 13 mars 2017, la Cour d'appel de Niamey avait condamné à 1 an de prison ferme une vingtaine de personnes impliquées dans cette affaire. Seul un des accusés, considéré comme le cerveau du trafic, a été condamné à 5 ans ferme. Les autres étaient notamment poursuivis pour supposition d'enfant, un délit consistant à attribuer la paternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mis au monde. Tous ont été condamnés pour avoir participé à un trafic de bébés qui aurait été conçu au Nigeria, puis amené au Niger via le Bénin. Depuis le début, l'opposant dénonce un procès politique. Cette affaire empoisonne le climat politique nigérien depuis 3 années. Et puis, hors du continent africain, le Brésil se prépare à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Malgré une condamnation en appel à la prison pour corruption, l'ex-président brésilien reste largement en tête des intentions de vote. Mais Lula pourrait bien être empêché de se présenter. Ce sont des sondages publiés mercredi qui le disent. Luis Inácio Lula da Silva obtiendrait de 34% à 37% des voix au premier tour selon les différents scénarios établis par l'Institut Datafolha. Dans le même temps, le leader de la gauche inspire aussi un fort rejet. 40% des personnes interrogées ont répondu qu'elles ne voteraient jamais pour lui. Mais cette réalité ne change rien à la force de frappe de Lula, qui devance nettement le député d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Ce dernier conforte sa deuxième place avec 16 à 18% des intentions de vote. Les pronostics indiquent qu'au second tour, Lula battrait Bolsonaro 49% contre 32% et s'imposerait avec une avance similaire face à tout autre adversaire. Le sondage a été effectué les 29 et 30 janvier auprès de 2826 personnes avec une marge d'erreur de 2%. C'est la première enquête de ce type depuis la condamnation en appel de Lula le 26 janvier à 12 ans et 1 mois de prison. Malgré ses avantages, Lula risque de ne pas pouvoir être éligible en raison de sa condamnation. Même s'il a l'intention d'utiliser tous les recours possibles, y compris devant la justice électorale. Au cas où il ne pouvait pas se présenter, Bolsonaro prendrait la tête des intentions de vote au premier tour, mais il serait battu dans tous les scénarios au second tour. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Ne zappez surtout pas, l'information continue sur Sika.